Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Downtown. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you played defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams will start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. You would see the games would get a little heated late third quarter, and as Kyrie Irving slips one in, take five. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de cette émission Total Africa NBA. On était en train de parler donc de Luol Deng et on a retrouvé la liaison avec Missy du côté de Paris. Missy, tu nous entends bien? Vas-y, exprime-toi. Oui. Voilà, c'est oui. Missy qui est avec nous, qui est de retour avec nous. Alors Missy, on était en train de parler de Luol Deng. Luol Deng donc qui a donc obtenu son buyout, qui a donc sacrifié 7 millions pour avoir sa liberté, retrouver la possibilité de rejouer avec une autre franchise NBA. Donc qui a donné son avis tout à l'heure. Comment tu réagis à cette info, Missy? Je trouve que c'est bien. C'est bien que les deux parties aient sacrifié un peu, qu'on sorte de cette affaire par le haut, parce que... On peut féliciter Magic Johnson et Pelinka quand même. Oui, du temps où il était quand même à Chicago, il a quand même été All-Star, c'est quand même un très bon joueur. Ouais. Et puis, il a fait les belles heures de Chicago, justement, avec Derrick Rose, Joachim Noah. C'était vraiment aussi un peu une espèce de victory qui marchait un peu. Hein. Donc maintenant, souhaitons-lui simplement qu'une franchise NBA dise, bon ben, il trouve, hein. Il trouve autre chose. Il y a les training camps qui vont venir, il y a les franchises qui cherchent justement les joueurs expérimentés qui vont peut-être les trouver. Ça peut le faire, quoi. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. N'est pas. Il peut trouver son pied. Quand il y a les playoffs, quand il y a quelque chose, il peut vous aider. Hein. Mais c'est bien que la page se tourne. C'est vrai que. Il était quand même resté toute une saison sans jouer, quand même. Hein. On se posait une saison sans jouer pour Luol Deng la saison dernière. Là, je crois qu'il a eu 20 minutes sur toute la saison dernière, Luol Deng, avec les Lakers. Vas-y, Missy, vas-y. Oui, il est resté sans jouer, mais aujourd'hui, les joueurs de NBA ont une préparation physique qui les permet de se maintenir au top. C'est plus comme dans le temps où déjà même les chaussures qu'on portait... on a commencé à jouer au basket avec les Converse là, que nous on porte en civil. Hein. Donc, il faut bien se dire que le matériel, la nutrition, tout a changé. Tout a changé. C'est multiplié par 3. La vitesse, le basket n'est plus le même si ça reste que c'est le sport basket. Et donc... Après, maintenant, il faut qu'il trouve autre chose. C'est comme ça dans beaucoup de sports. Hein. Parce que ce n'est pas que le basket. Ça peut être aussi tout ce qui est... C'est aussi tout ce qui est foot. Vous débarquez, un coach vous a voulu, le nouveau coach arrive, il ne vous veut pas. Donc voilà, vous êtes tributaire des aléas de ça aussi. Mais maintenant, comme nous-mêmes, on sait que la NBA est prête à payer des millions et même à couper quelqu'un. Hein. On l'a vu avec Gilbert Arenas. Hein. Il a touché 110 millions, il n'a presque pas joué. Hein. On va dire, c'est une ligue fermée qui a beaucoup d'argent.
Donc même maintenant, ce qui était véritablement en cause dedans, c'était pas l'argent, c'était l'aspect humain. À un moment donné, si vous voulez partir du bon pied, vous devez solder les comptes. Et c'est bien qu'ils le font. Parce que les Lakers, ils ont fait venir LeBron James pour bâtir. Certes, LeBron James est déjà très âgé, mais quand vous devez bâtir sur une colonne vertébrale solide, voilà. Voilà pour Luol Deng. On va enchaîner avec les news. On va aller du côté du Congo. Pour être beaucoup plus précis, on va parler de Serge Ibaka. Serge Ibaka, le joueur, la star des Raptors de Toronto, Serge Ibaka, qui a fait l'objet d'un article intéressant dans le média global Citizens.org qui parle donc de l'activité de Serge Ibaka en dehors du terrain. On rappelle qu'on parle régulièrement de ces activités hors basket, ces activités liées à l'aide aux plus démunis. Cet article qui a été écrit par Jackie Marshildon sur Serge Ibaka. Alors, elle fait un article intéressant où elle raconte, elle revient un petit peu sur le passé du Congolais. Elle rappelle que Serge Ibaka avait quitté donc sa ville natale, Brazzaville, à 17 ans pour poursuivre son rêve de basket à l'étranger. Elle rappelle qu'il était déjà papa d'une petite fille, sans le savoir. D'après ce qu'elle précise, Serge Ibaka qui ne savait pas qu'il était père d'une petite fille avant de partir. Et c'est son père, Désiré, dont le prénom c'est le Désiré, qui a alors élevé sa fille pour ne pas compromettre les rêves de son fils, de Serge Ibaka. Il ne va révéler l'existence de son enfant que lorsqu'elle va atteindre l'âge de 5 ans. Donc voilà un petit peu la petite histoire. Et Serge Ibaka qui précise dans le média Undefeated, il a dit « J'étais encore jeune lorsque j'ai appris l'existence de ma fille. Ce fut bien sûr un choc. Je ne savais pas quoi faire, ni quoi dire, ni comment réagir. J'étais maintenant un père. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à me sentir mieux. En fait, j'avais déjà rêvé d'avoir des enfants. Maintenant, j'en veux d'autres. » Serge Ibaka et sa fille, donc Rani, n'ont été réunis qu'il y a que quelques années. Aujourd'hui, Rani, donc la fille de Serge Ibaka, est âgée de 12 ans. Elle vit toujours avec son papa. Elle vit avec son papa, et elle lui sert donc d'inspiration pour améliorer le monde. Donc, Serge Ibaka qui a dit « Je suis encore jeune, j'ai une fille et le fait d'avoir une fille fait en sorte qu'on voit la vie autrement. En fait, on voit les choses différemment. » Il dit « Peu après avoir rencontré sa fille pour la première fois, Serge Ibaka a donc décidé de créer la Serge Ibaka Foundation. Et avec sa fondation, Serge Ibaka a mené diverses initiatives auprès de la jeunesse congolaise. Il a voulu sensibiliser le monde à divers enjeux importants de son pays natal. On rappelle que sa fondation se concentre sur les enjeux d'éducation, de santé et de nutrition. Et en collaboration avec des organismes NBA Care et l'UNICEF, la fondation a distribué beaucoup de produits laitiers à travers le pays. Il a soutenu la communauté avec des activités de basket. Et il a également été élu membre du conseil d'administration de la National Basketball Player Association Foundation. On rappelle que Serge Ibaka, je termine après tu enchaînes, mais ici on rappelle que Serge Ibaka a créé sa fondation avec comme objectif d'amener les enfants à croire en eux, à croire que tout est possible et qu'il en est d'ailleurs lui-même un exemple assez éclatant. Donc voilà un peu pour cet article qui a été publié par globalcitizen.org. Missika, comment tu veux réagir? Vas-y. Oui, c'est une bonne chose que ces informations aient été publiées, que ces informations aient été publiées plus tard. Ouais. Mais maintenant, c'est vrai que nous, en Afrique, comme on dit toujours, l'enfant, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un, c'est celui d'un village. Ouais. Donc en Afrique, les gens ont capacité à s'occuper des enfants, à voir l'enfant de quelqu'un comme s'il pourrait être son propre enfant. Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est assez répandu. Serge Ibaka qui a précisé dans cet article sur la fin, Oui. alors Serge Ibaka, donc en tant qu'ambassadeur des enjeux de santé, il s'est associé à la Global Citizen pour organiser un événement à Toronto, c'était en février dernier, afin de sensibiliser le public au travail de sa fondation et de promouvoir la mission de Global Citizen. Il a dit: cette collaboration avec Global Citizen constitue une magnifique occasion pour moi de m'engager avec une organisation qui, comme moi, veut changer le monde, a affirmé Serge Ibaka. Et cet événement motive encore plus à contribuer à un mouvement qui a incité tant de gens à s'engager dans des causes extrêmement importantes. Vas-y, Missy. Une chose qu'il faut dire, c'est que de la fondation de Serge Ibaka, de tout ce que fait Bismarck Biyobo, il y a une émulation dans tout ça. Parce que tout ça, ça a été démarré par quelqu'un qui s'appelle Dikembe Mutombo, qui fait énormément de choses au Congo, qui a plusieurs hôpitaux pour soigner les gens et tout. Parce que on dit toujours que l'émulation est une très bonne chose. Lui, il est parti à la NBA, il a inspiré la jeunesse congolaise. Ces deux autres joueurs après lui sont maintenant très connus. Il y a eu Bemba aussi, le fils Bemba, qui était lui aussi à la NBA. Il y a toutes ces choses, il y a beaucoup de choses qui sont faites. C'est pas l'Afrique est un continent qui ne dort pas. Les anciens sportifs, les Samuel Eto'o, les tout, les Didier Drogba, ils ont tout fait. Ils s'investissent tous, ouais. Ils s'investissent parce qu'ils se rendent bien compte que les politiques publiques sont parfois absentes et les gens ont besoin, les gens sont demandeurs. Aujourd'hui, tout ce qui peut être fait pour encourager la jeunesse, pour faire avancer la jeunesse, d'ailleurs, c'est ce que font aussi les basketteurs américains. Les basketteurs en général sont concernés par la chose et font beaucoup d'actions. Steph Curry, il a fait un camp de basket cette année pour les filles. Donc, tous ces sportifs aujourd'hui qui ont des filles, ils se sentent encore plus concernés. Parce que la société est encore plus discriminante vis-à-vis des femmes. Vis-à-vis des femmes, et quand vous êtes parent, vous n'aimez pas qu'aucun de vos enfants soit discriminé. Voilà. Et oui, effectivement. À l'émission, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On va passer à Joel Embiid. Joel Embiid qui s'est exprimé dans The Players Tribune pour la première fois. Joel Embiid, pour ceux qui connaissent un petit peu ce média Players Tribune, qui se spécialise dans le fait de donner la libre expression à des sportifs qui peuvent s'exprimer sur les sujets de leur choix. Et Joel Embiid qui a décidé de s'exprimer sur sa vie dans The Players Tribune. Alors, le ton de cet article, de cette histoire de Joel Embiid, lui raconte un petit peu sa vie et à l'image du joueur. Pour ceux qui connaissent un petit peu le caractère de Jojo, vous savez que Joel a cette personnalité toujours assez humoristique, il sait manier l'humour, Joel Embiid, lorsqu'il s'agit d'invoquer les sujets parfois sensibles. Et dans The Players Tribune, on a traduit bien entendu ce qu'il a déclaré dans The Players Tribune. Et il dit, alors concernant sa vie, il dit mon histoire, il dit je vous jure devant Dieu que ma vie est un véritable film en ce moment. Joel Embiid, il dit je vous jure devant Dieu que ma vie est un véritable film. Je sais que les gars ringards disent toujours que c'est parce que tu as acheté un SUV, parce que tu as acheté une voiture, une belle voiture de luxe et tout ça, que tu dis ça. Mais Joel Embiid qui dit, je vous assure que c'est vraiment la vérité, c'est pour de vrai que je vous dis ça, que ma vie, je la vis vraiment comme dans un film. C'est vraiment la main de Dieu qui a été posée sur moi. Il dit, quand je suis arrivé aux États-Unis à 16 ans, je ne savais pas parler anglais, je ne connaissais pas une seule personne aux États-Unis, je ne comprenais pas vraiment cette culture américaine, à l'exception du rap de base
aux États du rap américain que j'écoutais déjà au Cameroun. Je sais que les gens connaissent en quelque sorte mon histoire, mais je ne pense pas qu'ils comprennent à quel point mon histoire est tellement folle, à quel point mon histoire est tellement incroyable, parce que je pensais que parce que je venais de commencer au basket, littéralement. Hein. Il insiste beaucoup sur cela, Joel Embiid. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il a démarré le basket après ses 16 ans, hein, littéralement, il faut le dire. Joel Embiid qui précise qu'il savait dunker, mais il ne savait absolument pas dribbler. Il dit donc la première fois que je suis allé m'entraîner du côté de... Il parle de sa période à Kansas. Il dit la première fois que je suis allé m'entraîner, j'étais tellement mauvais lors de mon premier entraînement que mon entraîneur m'a littéralement expulsé du gymnase et je ne savais absolument pas ce que je faisais. Et mes coéquipiers à l'époque trouvaient que j'étais absolument nul et j'étais dans mon dortoir et j'avais beaucoup pleuré à l'époque, j'étais comme un fou et je me disais qu'est-ce que je fais même ici, pourquoi est-ce que je suis ici, je devrais rentrer chez moi. Mais ensuite j'étais assis dans ma chambre à écouter du Lil Wayne ou encore quelque chose que j'appréciais en pensant à tous ces joueurs qui se moquaient de moi. Et tout à coup, mon côté compétitif a repris le dessus. Alors, je coupe un petit peu pour mettre une parenthèse. Hein. Chez nous, au Cameroun, on appelle ça le Hemley du lion. Le Hemley du lion. Joel Embiid, voilà, Joel Embiid qui dit « Je repensais à tous ces jeunes qui se moquaient de moi. Et tout à coup, mon côté compétitif a repris le dessus. J'étais vraiment motivé. Chaque fois que les gens disent que je ne peux pas faire quelque chose, moi j'aime ça, ça me donne envie de leur prouver le contraire. Alors je me suis dit d'accord, je vais aller travailler à la salle et je vais être aussi bon que je peux le devenir. Et il ajoute, Joel Embiid, il ajoute que je ne savais pas comment shooter. Le doc, tu es là? Le doc est là? Oui, je vous écoute, moi. Tu m'entends? J'ai juste le micro coupé comme je l'avais. Oui, on t'entend. Oui, je vous entends. C'est passionnant, hein, Joel Embiid qui parle. Alors, je raconte. Effectivement. Je continue. Joel Embiid qui dit « Je ne savais pas shooter et je travaillais à la salle tous les jours pour être aussi bon et je pensais régulièrement à Kobe Bryant. » Il dit « Je pensais beaucoup à Kobe Bryant. Je ne pouvais pas tirer, je ne pouvais pas shooter. J'ai donc commencé à travailler avec l'un de mes coéquipiers qui s'appelle Michael Frazier 2. Hein, il dit Michael Frazier, c'est un très très bon shooter. Il est capable de vous rentrer 11 tirs de suite à 3 points. Il évolue en Floride, lorsqu'on évoluait en Floride. Il dit donc je me suis entraîné avec lui, j'ai fait beaucoup d'exercices à 3 points avec lui. Je n'avais pas de forme, dans mon dos, ça me faisait chier, je m'emmerdais, mais je ne pouvais pas accepter de perdre tout le temps face à ce mec. Donc j'ai continué à faire des compétitions à 3 points avec lui et je me disais à chaque fois qu'il fallait que je le batte, il fallait absolument que je le batte. Et un jour, j'ai décidé de me connecter sur YouTube et de chercher sur YouTube comment est-ce que l'on peut bien tirer à 3 points. Comment est-ce que l'on peut bien tirer à 3 points? Comment est-ce qu'on peut avoir une bonne forme de shoot à 3 points? Et il dit, j'ai commencé à regarder les blancs shooter, voilà. Oui, il a regardé Larry Bird. Il dit, voilà, il parle pas là, il précise les blancs. Il dit les blancs qui shootent beaucoup plus que les noirs. Voilà, Joel Embiid qui donne un peu cette précision. Mais c'est pour ça que c'est ironiquement que je dis Larry Bird. Parce que Larry Bird était un très bon shooter à 3 points. C'est vrai. Voilà, Joel Embiid qui rajoute, il dit ce sont ces gars sur YouTube, ce sont ces blancs qui m'ont appris à shooter à 3 points. Juste des gens au hasard comme ça qui tirent des 3 points avec une forme presque parfaite. Michael et moi, on jouait des heures à l'entraînement et j'essayais d'imiter la façon dont il tirait, dont il shootait à 3 points. Et j'ai commencé à vraiment être assez capable. J'arrivais progressivement à tirer à 3 points, à changer ma mécanique de tir. Et mes adversaires avaient beaucoup du mal à jouer face à moi. Je sais que les gens vont penser que j'exagère, mais c'est une vraie histoire.
je ne savais absolument pas comment tirer à 3 points. Joel Embiid qui insiste là-dessus. Je ne savais même pas qui était J.J. Redick à l'époque. Je connaissais à peine la NBA parce que au Cameroun, je ne pouvais pas regarder la NBA. Il dit, je ne veux pas dire que nous étions trop pauvres pour regarder la NBA. Je ne peux pas dire que nous n'avions pas de télévision ou que nous n'avions pas une chaîne qui pourrait nous permettre de regarder la NBA. Nous avions la télé, nous avions NBA, nous pouvions regarder la NBA à la télé, mais il dit les Américains ont une idée assez folle de l'Afrique. Les Américains ont une idée folle de l'Afrique. Ils pensent parfois que nous, en Afrique, on n'a pas la possibilité de regarder la NBA à la télé, mais on a tous la télé en Afrique et on peut regarder la NBA. Mais moi, mon problème, c'est que j'avais une mère qui était très très stricte. Joel Embiid qui insiste beaucoup là-dessus. Il dit ma mère était super stricte au sujet de l'école. Elle était très très sévère avec moi. Donc, je ne pouvais pas rester devant la télé pour regarder les matchs. Chaque jour, mon programme, c'était de me réveiller, de manger, de prendre mon petit déjeuner, d'aller à l'école de 7h à 5h du soir. Ensuite, de faire ma sieste, de me réveiller, de manger, puis d'étudier jusqu'à minuit. Je vous le dis, il dit, je vous le dis, l'école en Amérique est beaucoup trop facile. L'école en Amérique est beaucoup trop facile. L'école même en Europe est beaucoup trop facile. Voilà, il dit l'école en Amérique est beaucoup trop facile. Je vous le dis, au Cameroun, c'est complètement fou. L'école primaire, c'est comme le collège. L'école primaire, c'est comme le collège, dit Joel Embiid. Je n'avais même pas d'amis parce que je ne faisais que dormir, me réveiller et faire mes devoirs. Je me souviens que lorsque le Cameroun était en Coupe du Monde en 2002, j'avais seulement 8 ans et je suppliais ma mère et mon père de me laisser jouer au foot. J'aimais beaucoup le foot, mais mes parents ne voulaient pas que j'aille jouer au foot lorsque j'étais plus jeune. Et quand je suis devenu plus âgé, je suis devenu un peu plus rebelle et je sortais de ma maison pour aller jouer au foot sur le terrain d'à côté. Et je me sentais tellement bien lorsque j'étais sur le terrain. Mais le problème, c'est que lorsque j'entendais la voiture de ma mère, j'étais obligé de courir pour rentrer à la maison pour éviter de me faire punir. Et généralement, ce que je faisais, c'est que lorsque j'allais sur le terrain, je demandais à un de mes amis de surveiller la route de près pour vérifier si ma mère rentrait avec sa voiture. Et lorsque ma mère revenait, on a connu ça, tout ça. Il criait, Joël, rentre chez toi en courant. Et Joel Embiid qui rentrait donc chez lui en courant. Il dit, je sprintais jusqu'à l'arrière de ma maison. Je cachais mes chaussures derrière. Je me mettais à table en transpirant. Et je commençais à faire semblant de travailler. Et ma mère, lorsqu'elle rentrait, elle s'assurait pour voir si j'étais en train d'étudier. Et il dit, la première fois que j'ai regardé la NBA, c'était la finale de 2009. C'était les Lakers face au Magic d'Orlando. C'était Dwight Howard face à Kobe Bryant. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je regardais ces mecs tirer pratiquement à 100%. La façon dont ils bougeaient, la façon dont ils sautaient, ça m'impressionnait beaucoup. Et à ce moment-là, j'ai eu comme une révélation. J'ai vraiment eu envie de jouer au basket. J'avais supplié mon père, j'avais supplié ma mère de me laisser jouer au basket. Mais mon père me disait, au Cameroun, personne ne joue au basket. Tout ce que tu vas faire, c'est aller jouer au volleyball. Alors, son père, le père Embiid, qui lui a dit, toi, tu iras jouer au volleyball. Et à ce moment-là, j'avais commencé à écouter du rap américain sur Internet. Et j'essayais de chanter les mots comme les rappeurs, même si je ne connaissais pas l'anglais. Je marchais autour de l'école en chantant des chansons de Bow Wow. Il chantait des chansons de Bow Wow ou alors de Ciara. Tu te souviens de ça? Il dit tout ce que je pouvais dire de l'anglais, c'était bonjour, bonjour. Je n'ai jamais su comment parler bien l'anglais. Alors il dit, quand j'ai eu 16 ans, Luc Mbamouté est venu organiser un camp de basket auquel j'ai pu participer lors d'un été. Et la seule raison pour laquelle j'ai pu participer, c'est parce que j'étais déjà assez grand de taille. J'étais tellement nerveux que je n'ai même pas pu montrer de quoi j'étais capable le premier jour. C'est le deuxième jour que j'ai pu vraiment m'exprimer et j'avais dunké sur la tête d'un joueur. Ça m'avait beaucoup plu. Et il dit, je pense que j'avais
tellement peur que mon adrénaline prenne le dessus et ça me paralysait pratiquement, mais j'ai pu m'exprimer et j'ai eu une place pour participer au Basketball Without Borders. C'était en Afrique du Sud 2 mois plus tard. J'étais dans un avion en direction de la Floride pour aller dans un lycée américain. Et 1 an plus tard, je me suis engagé avec Kansas. Et je ne savais même pas ce qu'était la March Madness. Je ne savais pas qui étaient les bonnes équipes en NCAA. Et la seule raison pour laquelle j'ai choisi Kansas, en fait, c'est parce que Luc Mbamute m'avait dit « Kansas, c'est le meilleur endroit pour toi. Tu devrais aller à Kansas. » Donc, j'ai décidé d'aller tout simplement à Kansas. Et il dit, mon tout premier entraînement à Kansas, je m'étais tellement fait bousculer par un joueur qui s'appelle Tariq Black. Ce joueur était tellement fort qu'il m'avait vraiment emmerdé. Tariq Black me dominait. Chez moi, chaque fois que je rentrais chez moi, je regardais les billets d'avion avec lesquels j'avais voyagé. Tariq Black était senior, c'était un adulte, je ne savais pas ce qui se passait. Il avait l'habitude de dunker sur moi tellement fort que je voyais le ballon rebondir sur mon front au ralenti. Joel Embiid, il est vraiment il est très cru, hein. Il ne manque rien. Il continue en disant, un jour, j'ai aussi dunké sur la tête d'un autre joueur tellement fort que ça m'a fait beaucoup de bien. Non, attends, il revient sur l'histoire de Tariq Black. J'ai sauté une partie. Il revient sur l'histoire de Tariq Black où il précise qu'après les déboires qu'il a eu avec Tariq Black, il est allé dans le bureau de Bill Self, leur manager, pour lui dire qu'il ne peut pas jouer. Il a dit, je ne peux pas jouer avec eux. Laissez-moi être redshirt. Je ne peux pas jouer avec ces gars-là. Et Bill qui lui a dit, mais tu es sérieux, Joel Embiid, dans 2 ans, tu seras numéro 1 de la draft NBA. Voilà, tout simplement, il lui a dit, mais comment est-ce que vous pensez que je pourrais être numéro 1 de la draft NBA? Et le truc, c'est que les entraîneurs en NCAA, ils pensaient que les entraîneurs lui mentaient. Parce que pratiquement tout le monde pensait qu'il allait faire partie des 4 premiers de la draft NBA cette année-là. Et c'est ça qui l'a vraiment motivé à continuer à y croire. Il dit, la seule chose qui me permettait de continuer, c'était la façon dont mes parents m'ont élevé. Ils m'ont toujours dit de continuer à travailler, peu importe ce qui allait arriver. Et j'avais ce DVD qu'un entraîneur mon ancien entraîneur au Cameroun, je crois qu'il fait allusion à Guy Faustin Moudio, hein, c'est notre entraîneur du côté du Cameroun qu'on avait déjà eu sur Radio Hall of Fame Basket, qui lui avait donc donné un DVD de Hakeem Olajuwon. Et c'est avec ce DVD qu'il s'est beaucoup entraîné. Il a dit, c'était un enregistrement. Il dit, je visionnais 1 heure d'enregistrement de ce DVD d'Hakeem Olajuwon et je passais mon temps soit à regarder ce DVD d'Hakeem Olajuwon ou alors je passais mon temps à m'entraîner en salle. J'étudiais dans la façon dont Hakeem bougeait et je sortais après pour l'imiter. Je l'avais fait au lycée et je l'ai fait à Kansas. Et ensuite, tout le monde connaît ce qui s'est passé. Je me suis frayé un chemin vers la NBA. Je suis sérieusement entré dans la ligue en regardant YouTube et en vivant dans le gymnase et en regardant cette vidéo de Kevin Garnett qui avait remporté le titre avec les Celtics où il criait « Anything is possible hein, », tout est possible. Hein, Joel Embiid qui rappelle encore cette période-là. C'est un moment qui m'a parlé. Et il termine en disant « Le moment le plus surréaliste de ma vie, c'était celui où Kobe Bryant avait pris sa retraite. Il avait joué son tout dernier match. Il avait joué son tout dernier match avec Philadelphie. Et après le match, ils avaient organisé une petite salle pour nous, pour discuter avec Kobe Bryant. Et il était entré et je lui ai serré la main et je lui ai dit « Je sais que vous avez probablement beaucoup entendu ça, mais j'ai littéralement commencé à jouer au basket à cause de vous. Il y a 7 ans de ça, chaque fois que je tirais la balle sur le parc, je criais Kobe, Et Kobe qui a sourié, il a ri et il a parlé avec lui pendant 1 minute avant de partir. Et la chose qu'il a retenue de Kobe, c'est qu'il lui disait « Continue de bosser, jeune homme, continue tout simplement de bosser. » Et il termine en disant « Merci Kobe, merci Hakeem Olajuwon, merci papa, merci maman, merci Kansas, merci Philly, merci Lil Bowo et merci aux Blancs, merci à tous les Blancs. » Joel Embiid. C'est comme ça qu'il termine cet article merveilleux que vous pouvez trouver dans le média The Players Tribune by Joel Embiid où il raconte sa vie. C'était passionnant pour moi de partager ça avec vous. On va faire réagir Missy et le doc. Missy, comment tu réagis?
Allô, Missy? Allô? Est-ce que Missy m'entend? Missy qui a un souci. Le doc, est-ce que tu m'entends, le doc? Oui, moi je t'entends, moi j'ai tout entendu. Bah, vas-y, comment tu réagis? J'essaie de contacter Missy le temps que tu réagis. Vas-y. Ah, c'est fort, hein, c'est beau, C'est c'est passionnant. fort. C'est passionnant. Ah oui, c'est super à entendre. Ouais. Franchement, de ce mec, de savoir, que les gens sachent, nous on savait un petit peu, parce qu'en tant que Camerounais d'origine, on s'est un petit peu rencardé. Mais dans les détails comme ça, surtout l'épisode Tariq Black, tu vois, avec le travail, Tariq Black qui est arrivé chez les Lakers et qui, au fond du banc, on faisait rentrer, on ne sait même plus dans quelle équipe il est à l'heure actuelle. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je peux même pas te dire. Il le martyrisait sérieusement. Hein. Ouais. Et donc, tu vois un petit peu, maintenant avec le travail, Tariq Black pourrait lui demander un autographe. Je peux te dire, je sais plus qui me disait l'autre jour, je parlais avec des gars on faisait du basket, parce que moi je peux pas jouer, mais on faisait de la course avec des gars qui jouent en National 1. Et les mecs, on disait comme ça que pour eux, quand ils voient le niveau technique d'un Joel Embiid, s'il était américain, c'est le titulaire de la Team USA maintenant. C'est même ça qui m'a même fait peur. Les gars disaient, tu es sûr qu'il va jouer pour le Cameroun? Parce que s'il était américain, c'est le titulaire en 5. Il n'y a pas mieux que lui à l'instant T. Donc, partir d'où il est en 7 ans. En 7 ans de basket, lui-même, il a dit. C'est-à-dire, et être là maintenant, comme la référence à ce poste. C'est la référence à ce poste dans les gestes défensifs, offensifs, la technique, le tir à 3. Il fait tout et le parcours qu'il a eu, on voit bien. Il y a des trucs similaires, hein. Tu as vu le petit truc quand il était jeune. En fait, et en plus, il raconte ce qu'on a tous vécu, les enfants. Tout ce qu'on a vécu, exactement, on a vécu. C'est pareil, hein, les parents, on va jouer dans le dos des parents. Dès qu'on voit la voiture, on court, on se cache dedans. Et les gens ne doivent pas oublier, comme il a dit, il précise bien qu'il y a la télé, il y a tout. Lui, c'est le fils d'un colonel en plus. Bien sûr. Donc, aux États-Unis, on ne pense pas que les mecs, c'est la fin fond de la brousse, il n'y a rien. Il y a tout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas les infrastructures pour appliquer ce qu'on voit à la télé. C'est tout ce qu'il n'y a pas. Tu vas continuer avec ça, le Doc Onti, parce que je voulais te reprendre là-dessus, parce qu'il a beaucoup, moi c'est un aspect qui m'a beaucoup plu dans ce qu'il raconte, puisqu'il précise que il a passé son temps entre YouTube, le gymnase et ce fameux DVD de Hakeem Olajuwon. C'est très important de le préciser, parce que beaucoup de jeunes ne savent pas aujourd'hui. Enfin, parce que nous, à notre époque, hein, je ne veux pas donner notre âge, Doc Onti, mais à notre époque, on n'avait pas de YouTube. Hein. On n'avait pas de YouTube, on n'avait pas. On écoutait, on achetait les VHS de MJ, les VHS de Magic Johnson. Je me souviens, comme Fly With Me, c'était la première VHS que j'ai touchée de toute ma vie. C'était ce fameux documentaire de Michael Jordan avec sa langue qui sortait partout là. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils ont YouTube, ils ont des réseaux sociaux. Nous, on n'avait pas ça et ça, c'est quelque chose qu'il faut marquer d'une pierre blanche pour les jeunes. Vous pouvez vous entraîner et prendre référence tout ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux, comme Joel Embiid l'a fait. Vas-y, le Doc. Oui, effectivement, je pense que c'est à cause des Africains que la cassette de Come Fly With Me s'est vendue. Sûrement, avec les Africains, ça s'est vendu à des millions d'exemplaires parce que tout le monde l'avait. Et la fameuse cassette de la Dream Team. La Dream Team, la fameuse cassette où on présentait tous les joueurs. Là, je chante toujours la chanson de Charles Barkley qui était mon idole suprême. Le Born to be Wild, quand on présentait chacun par rapport à ce caractère, le Born to be Wild de Charles Barkley, je chante toujours ça. Souvent, les gens se demandent ça sort d'où cette chanson. Et donc nous, et en plus nous, après, quand il y a eu les chaînes allemandes sur le câble, sur les antennes paraboliques, on a un peu plus vu la NBA, mais on reproduisait les gestes parce qu'en plus, il n'y avait pas les infrastructures. Pour faire les gestes, on les travaillait sans ballon en regardant la télé. Voilà, c'est-à-dire que on voit Jordan qui se penche comme ça, on essaye de faire pareil sans avoir le ballon, sans avoir la télé, le gym, juste en regardant dans l'image de la télé, qu'on pouvait en avoir une, se pencher comme ça, on se dit, il tourne à gauche, il fait après il fait un step back ou je sais pas. Donc, ça montre un peu qu'avec de l'infrastructure, le cas de Joel Embiid, parce que quand il part du Cameroun, certes, il y a déjà YouTube, merci à YouTube, mais il manque de l'infrastructure à l'extérieur
Et un simple coach qui a pu, avec peu de moyens, un simple coach, on voit bien l'intelligence d'un coach qui sait un petit peu, Monsieur Moudio qui voit, qui dit, écoute, regarde juste Olajuwon, essaye de refaire pareil et qui lui apprend des gestes de base, ces gestes qui lui permettront d'être sélectionné pour aller aux États-Unis. Et il a continué à travailler comme les coachs son coach du départ lui a dit qu'il fallait travailler. Donc, on imagine le potentiel qu'il y a. Je pense que c'est le message qui passe aussi derrière ça, le potentiel comme lui qu'il y a en Afrique, qui, juste en regardant et en étant pris en main, on parle de ce jeune Camerounais qui a été l'un des meilleurs au junior NBA. Ça fait pareil, c'est des jeunes qui, avec un peu d'infrastructure, et ils sont un peu accompagnés. Il y a des pépites, il y a des pépites comme lui qui sont cachées. Et merci à lui déjà de ce genre de récit. Le rappel à ceux qui en douteraient encore. Oui, Mister. Oui, ça va être. Vas-y, on est pratiquement à la fin, mais tu as 5 minutes là. Vas-y, Mister, vas-y. Ce qu'il y a juste à dire. Justement, je t'écoutais, tu étais en train de faire le parallèle Olajuwon avec Ambib. Oui. Ce qui a une chose qui est bien, c'est l'émulation. Oui. L'émulation est tellement bien. Quand vous voyez l'un de vos semblables, quelqu'un qui vient de l'Afrique, qui a aussi bien réussi à la NBA, vous avez envie de faire comme lui. On marche toujours sur les pas d'un semblable. Et à l'époque, Hakeem Olajuwon, quand il vient à la NBA, nous sommes en 84. Et nous sommes un peu avant 84, puisqu'il est drafté en 84. Il vient, il a l'université de Houston. Son coéquipier de l'époque, vous savez comment il s'appelle? Comment? Vas-y. Tous les deux ont formé l'un des meilleurs duos universitaires de l'histoire. Et ils ont gagné un titre NBA ensemble. Il doit savoir ça, sinon c'est Clyde Drexler. Oui. Clyde. Oui, Clyde. Donc, à l'époque, Hakeem Olajuwon, il arrive de l'Afrique. C'est comme Joël Embiid. Vous ne pouvez pas vous justifier que dans mon pays, il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas tout ça. Tout ça, c'est du bavardage. Quand maintenant, il faut se mettre au jeu. Mais même si vous n'êtes pas trop bon au début, vous vous mettez au jeu. Olajuwon, aujourd'hui, quand on regarde l'histoire de la NBA, c'est techniquement l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Quelqu'un qui a été capable de faire 2 quadruples doubles. Vous faites tout ça. Tentez de faire. Ça veut dire que vous impactez la victoire de votre équipe à plus de 50%. C'est sûr. Ça veut dire vas-y, mais je te pousse vers la conclusion et puis j'ai 2 news à diffuser. Vas-y. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à Ambib, Ambib, il est en train de dire à la jeunesse, en particulier du monde entier et africaine, que ne pensez pas que si vous avez du retard sur quelqu'un, vous ne pouvez pas combler. Mais pour combler le retard, il faut la méthode. Et c'est vrai ce que disait Simon, le coach justement qui a travaillé avec lui sur la gestuelle, sur tout ce qu'avait fait Olajuwon et tout ça. Tout ça, c'est très bon. Et il a fait les bonnes académies. C'est surtout qu'il a fait les bons choix. Il s'est mis au niveau. Et ce qui est bien, ça je le dis maintenant, c'est personnellement, pour ça que moi personnellement, j'adore l'Amérique. Parce que l'Amérique est capable de comptabiliser les meilleurs, non pas les meilleurs Américains. Si vous êtes bon, c'est un système dans lequel vous avez votre place. On a vu encore ça. On a vu encore ça avec le petit là, Maro Famine. Maro Famine, même si Team Africa a perdu contre Team USA, c'était l'un des meilleurs joueurs de ce tournoi. Il a fait un triple-double. John Wade était sur le côté, il était juste halluciné. Maro Famine ne parle pas très trop mot d'anglais, mais il a eu droit à un traducteur. Et je pense qu'il va se mettre à l'anglais
Voilà. Les scouts qui étaient pas l'ont aussi un peu regardé. Il faut bosser. Il faut bosser, Missy. Alors, on va terminer avec les dernières news. C'est du côté de la NBA qu'on va diffuser. On rappelle que c'est les Timberwolves du Minnesota qui précisent leur intérêt pour Luol Deng. Luol Deng qui pourrait rejoindre les Timberwolves du Minnesota. Et il s'intéresse aussi au dossier. Voilà, il s'intéresse aussi au dossier de Joachim Noah. Voilà, leur ancien coach Tom Thibodeau qui pourrait les récupérer. On va parler aussi de Karl Anthony Towns qui n'a toujours pas signé encore avec les Timberwolves du Minnesota. On rappelle qu'il est éligible à un contrat de 5 ans à 158 millions de dollars. Et s'il ne signe pas, il sera restricted free agent pour l'été prochain. On va aller du côté des Rockets pour parler de Zuki qui est champion des Asian Games. Zuki et la Chine. On rappelle qu'ils ont battu l'Iran sur le match de samedi soir sur un score de 84 à 72. Zuki qui a terminé ce match avec 15 points, 11 points, 4 contre, 3 sur 5 à 3 points pour battre cette équipe de l'Iran. Zuki, champion des Asian Games avec la Chine. Voilà pour ce joueur des Rockets de Houston. On va parler de Jahlil Okafor, c'est du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Jahlil qui veut être un meilleur joueur en défense. Jahlil Okafor qui a dit « Ma faiblesse a toujours été ma défense et mon rebond. J'ai fait savoir aux coachs que je suis au courant de ça et qu'ils sont aussi au courant. Ils savent que je suis là à 150% pour faire ce qu'il faut pour être le meilleur et pour gagner. Je pense que j'ai pris les mesures nécessaires cet été pour être un meilleur défenseur et un meilleur rebondeur, simplement parce que je me déplace mieux et que je fais tout le nécessaire pour cela. On a hâte de voir le résultat, monsieur. On aimerait le voir bien jouer. On a envie de le voir bien jouer. On va terminer avec Luka Doncic. Luka Doncic, c'est du côté des Mavericks de Dallas. Luka Doncic qui s'est beaucoup reposé en Croatie selon les sources et qui a intensifié aussi ses activités de basket à l'entraînement. Luka Doncic qui s'est entraîné la semaine dernière avec Stephen Curry a précisé qu'il s'est entraîné avec Curry à San Francisco et il a précisé que l'entraîneur El Caral devait se rendre en Slovénie pour travailler avec lui, mais une affaire de famille a causé l'annulation de son voyage et il va donc travailler bien entendu avec le jeune rookie à Dallas. Luka Doncic qui est attendu donc pour les training camps. Nous aussi on a hâte de voir Luka Doncic. Moi j'ai tellement hâte de voir ce joueur. Même ici le doc. Toute la NBA a hâte de voir ce phénomène. Ce phénomène qui a 18 ans. Il a adressé un message à ses coéquipiers en équipe nationale. On rappelle qu'il ne participera pas au second tour pour les qualifications de la Coupe du Monde. Vas-y Missy, rapidement. Oui, c'était les Dallas Mavericks n'ont envie de prendre aucun risque, bien évidemment. La pépite. C'est quelqu'un qui doit tourner peut-être rookie de l'année. Donc ça ne plaisante pas du tout avec la NBA. Mais c'est un jeune homme qui à lui tout seul, quasiment avec Dragic, a remporté un championnat d'Europe. Ses performances sur ce championnat d'Europe sont juste hallucinantes. Je le vois. Alors on arrive à la fin de ce talk show. Missy, on n'a plus qu'une minute pour dire au revoir à tous nos fans. Vas-y rapidement. Juste une chose pour préciser le score. Ils sont dans le troisième quart-temps à 10 minutes. C'est très mal embarqué pour les Phoenix. Elles sont menées 63-71. C'est pas encore insurmontable, mais bon. Mais c'est mal parti. La prochaine fois, on vous dira, mardi, on vous dira si elles sont éliminées. Sur ce match. De toute façon, on saura. On reviendra dessus. Alors on arrive à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. On va saluer le doc qui est avec nous. Le doc. Oui. Merci le doc d'avoir été connecté avec nous pour ce Total Africa NBA. On donne rendez-vous à nos fans qui sera mardi pour The Big NBA Show, le doc. Alors. Oui, je vous dis à mardi, on sera là. À mardi, donc on sera là avec mardi ici. On dit à mardi. Oui, toutes mes félicitations à Serena Williams qualifiée pour les quarts de finale. Voilà. C'est mon dernier mot à mardi. Super Missy. Et on n'oubliera pas l'exercice du 18 talk show avec les maillots. N'oubliez pas de penser aux maillots que vous allez commenter aux auditeurs mardi pour The Big NBA Show. Salut les amis, passez une bonne nuit et on va se dire à mardi pour The Big NBA Show. Ciao, bye bye. Ciao Missy. Ciao. Bye bye. Bye.
écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.